Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité ce soir, la polémique qui enfle autour de l'octroi de mer à Mayotte, dont les taux ont augmenté dans de nombreux secteurs d'activité. Et pour en parler avec nous ce soir, Ali Ousseni, vice-président de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Bonsoir. Bonsoir. Alors les entreprises mahoraises sont inquiètes et tirent la sonnette d'alarme. Beaucoup d'entre elles craignent pour leur activité et pour l'économie de Mayotte en général. On en parle avec vous tout à l'heure. Avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous sera question du stade de Cavani. La première pierre a été posée ce matin, enfin dira-t-on. Vous étiez sur place, vous nous en parlerez tout à l'heure. Mais d'abord voici les titres de ce mardi 9 février. Incroyable mais vrai, l'hôtel du département est aujourd'hui déserté par les agents et les élus. Seuls les femmes leaders et autres salariés de la Smart siègent au sein du conseil départemental. Une situation qui prend des allures de putsch et en dit long sur la détermination de tous ceux présents sur place. Explication. Il y a 40 ans et un jour, 99,4% de la population mahoraise votait pour le maintien de l'île au sein de la République française. À l'occasion de cette date anniversaire, nous sommes partis à la rencontre de la population en posant une question très simple. Était-ce une bonne ou une mauvaise décision ? Depuis le 3 février, une exposition sur les mangroves du département est organisée par les associations qui luttent pour la préservation de l'environnement. L'objectif est de faire découvrir ou redécouvrir cet écosystème unique, véritable richesse pour le département. Reportage à la fin de cette édition. C'est une situation inédite et incroyable qui a lieu actuellement au sein du conseil départemental. En effet, les salariés de la Smart, les femmes leaders ou encore les commerçants du marché crèchent à l'intérieur de l'hôtel du département. Ils réclament une rencontre avec le président Swabadine Ibrahim Ramadani, exigeant notamment la dissolution de la DSP ainsi que la suppression de l'octroi de mer. Toutes les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Du jamais vu, depuis hier, l'hôtel du département est vidé de ses agents, mais aussi de ses élus. Ce sont désormais les femmes leaders ainsi que les salariés de la Smart qui occupent les locaux et qui ont passé leur première nuit au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Ils réclament encore et toujours une rencontre avec le président du conseil départemental. Nous attendons, nous estimons qu'on a mis des responsables au conseil départemental. Et nous pensons que s'ils sont des gens sensés, ils viendront nous voir. Nous ne voulons pas nous battre, nous ne voulons pas les chahuyer. Non, nous avons besoin des élus, tout simplement. Hier après-midi, on nous a envoyé le cabinet. C'est insultant. On a besoin des élus, en particulier le président du conseil départemental. Et s'il vient, on va l'écouter. Nous voulons lui dire notre doléance. C'est la suppression de l'octroi de mer et le DSP. Les revendications n'ont pas évolué depuis hier, mais la colère grandit, notamment pour les salariés de la Smart qui ont l'impression d'être abandonnés par leurs élus. Yani adabu de kaibo isama ilwaton wade lamba kawangia konsejervano ha yanlimu au harma exame kafa exame sukan sungiaban exame za kwacha konsejervano des bulletins za tu leo rangulzana ban pia wa maore mane maore pia ban leo o ribingis bulletins za tu zira kojwani zemba kulashtu yo kana mrejeyo yani mzungu arongwama chaque chose à son retour yani adabu ka bai population ya maore adabu leo ni rongulo asiri passer harma plachizu harma loachizu ku plan B rizia watu azipia mbasufanya leo ribloquer ya administration ya collectivité bene kaka waja yo maore pia na mjomba swaba rumuri winde armai plancer bien plancer yo karshomba sufanya tini au tini. Ce matin, l'incompréhension régnait face à l'absence d'élus au sein de l'hôtel du département, une situation qui agace et donne des regrets à tous ceux qui ont voté pour les élus actuellement en poste. Madame Neloka écrit ça reste parole s'envole. Moi j'ai papier, le jour de mardi comme aujourd'hui, et te signé par les conventions avec Madame Nel. Moi j'ai écrit.
Après, je vais me faire mon Nsutsa, ou j'étais au Jonambe Manatini, Manakwaka, Belobano Babo, Jonambe Manatini, Madamneli, artisan Sherman Armana, Rongwamba, Wamaore Kamasoma, Wasnyombe. En effet, des actions d'une toute nouvelle envergure pourraient survenir au cas où aucune rencontre ne soit prévue dans les prochaines heures. En attendant, la nuit risque encore d'être très courte. Et ce matin, si le président du conseil départemental n'était pas au sein de l'hôtel du département, il était en revanche au stade de Cavani pour la pose de la première pierre dont on parlera dans quelques instants. Nous en avons profité justement pour lui poser la question sur l'occupation du conseil départemental par les femmes leaders et autres salariés de la Smart. C'est en toute sérénité qu'il a répondu être ouvert au dialogue. On l'écoute au micro de Pierre Bellucci. Vous savez, nous on n'a jamais abandonné le dialogue. Je dois vous dire une confidence. Ça fait 10 mois qu'on est dans ce dialogue concernant, en tout cas, les deux sociétés œuvrant sur notre port. Ça fait 10 mois. Puisqu'on est, ça fait 10 mois, on continuera pour cette nouvelle étape. Nous créerons les conditions, non seulement d'une reprise de dialogue, mais pour faire aboutir ce dossier, pour qu'enfin les deux sociétés, peut-être il y en aura d'autres, puissent chacune et chacun trouver sa place dans ce port pour l'intérêt de l'économie de Mayotte, pour l'intérêt du développement de cet équipement dans la zone océan Indien. Et vous savez que les places à prendre dans ce domaine sont rares. Et à noter qu'une réunion est prévue demain à 9 h entre les manifestants et le président Sobahadine. En attendant, les occupants vont passer leur deuxième nuit au sein du département. Alors avec nous, nous avons Ali Ousseni qui est vice-président de la CGPME. Bonsoir. Bonsoir. Alors on a vu votre mouvement, vous avez créé un mouvement avec d'autres syndicats de patrons et vous, votre problème reste l'octroi de mer. Oui, effectivement, nous, notre problème reste l'octroi de mer parce qu'il y a un proverbe qui dit quand le bâtiment va, tout va. Et là, on s'est attaqué vraiment au bâtiment et à d'autres secteurs d'activité. Et aujourd'hui, nous demandons à ce que cette décision soit, je veux dire, c'est que la délibération soit annulée et qu'on commence les négociations avec le conseil départemental. Alors, vous pensez quoi de tous ces mouvements qui ont lieu, notamment l'occupation des femmes leaders concernant notamment l'octroi de mer? De toute façon, il faut savoir qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais nous, ce qui nous concerne, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est qu'on est des acteurs économiques. Il y a beaucoup qui n'étaient pas taxés et qui se sont vus aujourd'hui avec une octroi de mer interne taxée à 30%. Ce qu'il faut retenir et savoir, c'est que le coût de la construction au mètre carré aujourd'hui, il est dans l'ordre de 1 500 € le mètre carré. On va passer de 1 500 € le mètre carré à 2 500 €. Même l'administration ou les collectivités ne pourront pas suivre. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de chantier, il n'y aura plus de travail. Et quand il n'y aura plus de travail, il n'y aura pas d'octroi de mer puisque plus personne ne travaille. Et cela est valable pour tout le monde, que ce soit les entreprises, les investisseurs étrangers ou le Mahorais tout simplement. Lui, le Mahorais qui veut aujourd'hui construire sa maison, il passe de 100 000 € à 130 000 €. S'il a un budget de 100 000 €, on va lui demander de sortir 130 000 €. Est-ce que les banques vont suivre? Déjà qu'elles sont très frileuses. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, parce qu'on était parti pour un mouvement le 11 février, nous avons pris la décision, l'intersyndicale du patronat, le MEDEF, la CGPME, la FMBTP et la CAPEB, nous avons pris la décision de suspendre notre mouvement du 11 par rapport à l'actualité. Nous ne pouvons pas aller au conseil départemental sachant qu'il y a déjà des manifestants. Nous avons pris la décision d'arrêter et il y a une délégation qui va aller au conseil départemental le 11
avec un courrier pour une demande de rendez-vous au président. Et nous, ce qu'on attend, c'est que la délégation soit annulée et l'ouverture des négociations soit mise en place avec nos représentants. Donc pour l'instant, vous attendez le 11 et de l'autre côté, il n'y aura plus rien comme action? Ça a été suspendu. Suspendu ne veut pas dire annulé. Hein. Le mouvement a été suspendu parce que nous craignons qu'il y ait des troubles à l'ordre public, alors que nous ne sommes pas là pour ça. Il y a déjà des gens qui occupent les lieux. On préfère commencer d'abord par les négociations et nous, on espère fortement qu'elles vont aboutir parce que il va y avoir des suppressions d'emplois. Un exemple, un carrier qui produit 40 000 tonnes de matériaux, si aujourd'hui il peut vendre que 30 000 tonnes par an, ça veut dire qu'il y a 10 000 tonnes en moins, puisque les gens vont acheter moins. Ça veut dire qu'il va supprimer des emplois. Et ça, il faut s'attendre à ça. Merci beaucoup Ali Husseini. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la CGPME. Et après des années d'attente, nous vous le disions précédemment, la pose de la première pierre du stade de Cavani a bien eu lieu ce matin. Un moment très important pour le département qui devrait enfin bénéficier d'une structure sportive digne de ce nom, notamment lorsqu'il s'agira d'accueillir des compétitions internationales. Une bonne nouvelle bien sûr pour l'île aux lagons. Encore faut-il que d'autres chantiers de cette envergure puissent également voir le jour dans d'autres communes de Mayotte. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Ah, ça, il vérifie. Vérifiez, hein. Voilà, nickel. Voilà, nickel. C'est un jour à marquer d'une pierre rouge pour le 101e département. Alors que beaucoup ne croyaient plus en sa construction, le stade de Cavani devrait bel et bien voir le jour. Un moment important et une fierté pour le préfet Sémon Morsi. J'ai lu plusieurs fois qu'on verrait jamais le stade sortir de terre. Alors c'est que la première pierre peut-être, mais le travail acharné depuis un an pour pouvoir faire en sorte que le dossier soit nickel, que l'argent soit préservé, a fait qu'on a pu faire aujourd'hui cette première pierre-là. Évidemment, c'est un rêve de dizaines d'années qui se réalise aujourd'hui, mais ça a été une course de fond d'abord et un sprint final qui nous permet d'avoir cette infrastructure. Le plaisir que j'ai, c'est pas simplement pour pouvoir dire voilà ce que l'État a mis. Ce que je veux dire par là, c'est que mettre de l'argent dans une infrastructure sportive, c'est mettre de l'argent pour du sport de haut niveau d'un côté, mais également du sport pour les lycéens, les collégiens, les enfants des écoles. Doté de tribunes pouvant accueillir plus de 1150 personnes, le stade jouira également d'un clubhouse ou encore d'un studio presse. 11 millions d'euros seront investis pour l'infrastructure et ses abords, avec un financement partagé entre l'État et le département. Selon le président du Cross à Mayotte, cette pose de la première pierre représente une avancée considérable pour le sport à Mayotte. C'est une journée exceptionnelle pour le mouvement sportif et que nous espérons que c'est effectivement une cérémonie de la première pause, mais qui en appellera d'autres peut-être à travers une programmation bien définie pour l'ensemble du sport à Mayotte. En effet, au-delà de ce stade, d'autres chantiers sont espérés afin que Mayotte soit enfin munie d'infrastructures sportives pouvant accueillir des événements majeurs. C'est en tout cas le souhait émis par le président du conseil départemental, Sobahadine Ibrahim Ramadani. C'est le début d'une série d'infrastructures qui permettra à Mayotte et aux Mahorais, au monde sportif mahorais, à notre jeunesse, n'est-ce pas, de franchir une étape importante dans la préparation des conditions les meilleures possibles pour les échéances futures. Je pense notamment aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien de 2019. Je pense également, pourquoi pas, j'anticipe pour les échéances de 2023, pour lesquelles je souhaite que Mayotte se portera candidate pour l'organisation des Jeux des îles. Ça veut dire qu'auparavant, à partir de ce chantier, il faudra construire d'autres chantiers, de façon à ce que nous puissions nous être présents, nous Mayotte, à toutes les compétitions, à toutes les disciplines sportives donc requises dans ces diverses compétitions. Le stade de Cavani devrait être inauguré dans 20 mois, fin 2017. Mais après de longues années d'attente,
ces quelques mois devraient paraître dérisoires, même si beaucoup ont déjà hâte d'y être. Alors, on l'a vu Pierre dans le reportage, l'événement était très attendu parce qu'on l'a vu, le stade de Cavani également fait polémique depuis quelques temps et aujourd'hui la première pierre a été posée. Enfin, oui, on sait qu'il y a eu beaucoup, ça a été reporté plusieurs fois, cette pose de la première pierre. Le 18 janvier, il y a une première réunion justement entre les différents acteurs de ces travaux qui vont commencer, donc une réunion de chantier, la toute première. Donc voilà, ça y est, c'est lancé. Effectivement, c'était une cérémonie très solennelle. On sentait aussi beaucoup de gens assez émus parce que c'est un grand pas en avant, c'est quelque chose de très positif pour le département qui va pouvoir prétendre éventuellement à organiser des événements sportifs au niveau international. On parle notamment des Jeux des îles, pourquoi pas, en 2023. Maintenant, il va falloir qu'il y ait effectivement d'autres infrastructures qui suivent parce que ce seul stade avec ses 1156 places, ça va être un peu compliqué pour organiser des événements de l'ampleur des Jeux des îles. Mais en tout cas, c'est vraiment un vrai pas en avant et c'est vraiment quelque chose de positif qui était très attendu. Et on parle aussi du coût de ce stade, des travaux. Oui, alors on parle du coût, on a beaucoup parlé du coût, on sait que c'est un projet qui date il y a 10 ans et tout le monde se disait, d'ailleurs on l'a entendu, le préfet qui fait une petite attaque aux médias qui ont souvent dit que ce stade ne sortirait jamais de terre puisque beaucoup n'y croyaient absolument plus et puis finalement effectivement normalement au mois de novembre 2017 on devrait inaugurer ce stade. Maintenant 11 millions d'euros c'est énorme. On a fait quelques comparatifs, notamment on a pris un stade un peu au hasard, le stade de l'AC Ajaccio, donc cette équipe corse qui évolue en Ligue 1, le stade François Coty qui accueille 13 500 spectateurs qui a coûté 9 millions d'euros. Là, on a un stade qui coûte 11 millions d'euros avec ses abords pour une somme de 11 millions d'euros. Donc voilà, ça pose question. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont tourné autour, beaucoup de réinvestissements. Donc ça, c'est vrai que c'est le bémol, c'est ce coût faramineux pour un stade qui va accueillir finalement très peu de personnes. Maintenant, je pense qu'il faut quand même garder le positif. Mayotte va être doté enfin d'un stade digne de ce nom qui va accueillir de grands événements. On pense notamment au match de rugby. Au final, on sait que c'est souvent à Madagascar que la finale régionale se joue. Pourquoi pas la jouer à Mayotte? Voilà, beaucoup d'événements qui vont pouvoir avoir lieu à Mayotte. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et aussi, pour la jeunesse, c'est un signe positif d'avoir ce stade qui va être un vrai symbole et qui va être, je l'espère en tout cas, un très beau stade. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Et il y a tout juste 40 ans, le 8 février 1976, Mayotte choisissait par référendum de rester au sein de la République française. Une décision qui n'a jamais été admise par la diaspora comorienne. Aujourd'hui, Mayotte est devenu le 101e département français et l'histoire retiendra comme figure historique le sultan André Ansuli, Georges Naouda, Zenam Déré ou encore Younoussa Bamana. Mais nos aînés ont-ils fait le bon choix en restant dans le giron de la France? C'est la question que nous avons posée ce matin. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Même si l'histoire de Mayotte possède ses mystères, la population connaît le combat mené pour que l'île reste française. Quant à la question d'une bonne ou d'une mauvaise décision, pour Astamis Pello, cela ne fait aucun doute. Oui, ils ont raison, mais pour l'instant, ce n'est pas total. Au niveau institutionnel, au niveau social, c'est pas bien acquis. Donc c'est pourquoi on dit pour l'instant ils ont raison. C'est que les Maoris attendent, ils n'ont pas atteint leur but. Voilà. Suite à la consultation de février 1976, la population décide à 99,4% de rester dans la République française. La loi du 24 décembre 1976 dote Mayotte d'un statut provisoire de collectivité territoriale de la République. Mais jusqu'à présent, les Comoriens ne cessent de revendiquer Mayotte comme ce résident qui a l'impression que les Mahorais ne se sentent pas français. Moi, personnellement, je pense que Mayotte n'a pas fait le bon choix. Parce que historiquement, Mayotte, ça fait partie des îles Comores. Donc, s'ils ont voté oui, qu'il reste française, et on voit qu'aujourd'hui même, ils ont des petites difficultés. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se sentent pas vraiment qu'ils sont français. Ils ont eu raison d'aller au bout de ce qu'ils avaient décidé de faire.
il voulait aboutir à la départementalisation, c'est chose faite. Maintenant, ont-ils eu raison d'aller jusqu'au bout? Je pense que la première réponse est oui, dans la mesure où le fait que d'autres gens arrivent massivement chez nous nous permet de nous dire que le choix est bon. Mais les conséquences qui en suivent ne sont peut-être pas bonnes pour nous. C'est un combat noble, c'est un combat qui a été mené avec plein de sagesse. To fight without weapon, ça on le sait, et je pense que c'est ce qui a été fait. Et à l'arrivée, le résultat est là, un résultat que personne n'osait espérer de leur temps. Le 29 mars 2009, les Mahorais ont été appelés aux urnes dans le cadre d'une consultation. À 95,2%, ils s'expriment en faveur de la départementalisation. Pour ce cadre mahorais, il est important aujourd'hui de saluer le combat des aînés en étant fiers du choix de rester français. On nous a demandé plus d'une fois de confirmer ou d'infirmer notre volonté de rester français. Et je crois qu'il a été répété plus d'une fois. Donc ce côté-là, il ne peut pas nous le contredire. Mayotte, non seulement que c'est l'aîné, mais bien sûr l'aîné est aussi la plus intelligente. Et il a montré l'exemple que les petits frères ont mal choisi et qu'aujourd'hui, même si ils n'arrêtent pas de réclamer Mayotte dans leur giron, mais ils sont convaincus que personne ne les croit à ce qu'ils disent, puisque si c'était mieux, ils seraient restés chez eux et ne pas se battre pour venir chez nous. Et ce matin, les parents d'élèves de l'école élémentaire de Mgombani ont fait appel aux médias pour dénoncer une situation devenue dangereuse pour leurs enfants. Bien qu'ils aient interpellé les services de la mairie à plusieurs reprises, les choses ne semblent pas évoluer. Et de son côté, l'école élémentaire de Niambadao, qui accueille 300 élèves, est elle, en revanche, définitivement fermée depuis ce matin. Un reportage signé Shakila Issouf et Adèle Laurent. Ce rempart d'escalier risque de céder du jour au lendemain. Pourtant, chaque jour, des enfants empruntent ces marches pour se rendre en classe. Les parents retiennent leur souffle tous les jours de peur de voir l'escalier s'écrouler sur leur progéniture. Un constat qui vient s'ajouter à la problématique de l'insalubrité que dénonce cette déléguée des parents d'élèves. On est démunis, nous parents, face à ce que nos enfants vivent au quotidien. C'est une école où quand il pleut, toute la merde des toilettes, excusez-moi, mais remonte, tous les détritus remontent à surface. Donc les gens qui y travaillent sont incommodés par ces odeurs. Les petits de la maternelle, n'en parlons pas. Ici même, dans cette école où nous sommes, c'est une école qui date des années 98. Donc d'où vous voyez l'état. Quand on voit que le rythme scolaire, là, l'endroit prévu par la municipalité pour faire manger nos enfants, c'est ces bancs et ces chaises qui ne sont pas des chaises ni des endroits adaptés, pas de cantine, pas d'entreprise, mais on nous a livré 2 petits frigos pour que nous, parents, amenons la gamelle de nos enfants. Chaque année, les problèmes dans les écoles de Mayotte s'accumulent. Avec la saison des pluies, les écoles sont souvent inondées, en témoignent ces photos prises par les parents d'élèves. Une réunion entre ces derniers et le premier adjoint de la mairie devait se tenir demain, mais elle est repoussée à une date ultérieure. De quoi indigner des parents qui en ont plus qu'assez. On le sait très bien que c'est tout Mayotte qui a ce problème-là. Mais nous, je pense qu'à Mgombani, comme on dit que c'est la capitale de Mayotte, Mamoudzou, mais je trouve qu'à Mgombani, ça fait encore pire et pire que, voilà, quand il y a la pluie, inondation partout. Actuellement, là, il y a quelques jours, là, un enfant qui s'est blessé parce que quoi, les escaliers s'est cassé, tout ça, il y a une esthétique qui a essayé d'aller aux toilettes. Mais franchement, je vous dis pas, mais ses besoins, il a fait ses besoins dans son pantalon, tellement l'enfant, il était aux toilettes, il a mis du temps à sortir. Et on a demandé si possible que les enseignants de nos enfants, qu'on leur donne des toilettes, ne serait qu'une seule toilette, mais la mairie, comme ils ont jamais répondu à nos besoins. Confrontés à l'insalubrité, les délégués des parents d'élèves dénoncent la mise en danger de leurs enfants et pointent du doigt la mairie. Autant les parents que les enseignants souhaitent que ces conditions de travail indignes cessent, une situation qui dure depuis plus de 15 ans.
Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 9 février. Et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. La création d'un établissement public foncier EPF est vitale pour assurer le développement économique et social de l'île. Annoncé par la ministre des Outre-mer il y a un an, aucune date précise quant à sa mise en œuvre n'est pour l'heure annoncée. Fortement recommandé par la Cour des comptes dans son rapport du 13 janvier dernier, l'EPF aurait pu permettre de régler la répartition des domaines fonciers entre l'État et le département. En effet, personne morale financièrement autonome, il négocie et mène les procédures. Étape indispensable à effectuer en amont des phases de réalisation et d'aménagement. Apte à procéder par acquisition à l'amiable, expropriation ou droit de préemption, il porte ensuite les biens acquis pendant une durée prédéterminée avant de les rétrocéder à la collectivité qui s'en porte acquéreur. L'établissement public foncier n'est donc ni un aménageur ni un promoteur, mais il intègre cependant dans ses objectifs l'action foncière destinée à la réalisation de logements sociaux. Mais encore une fois, à Mayotte, il aura fallu attendre l'amendement déposé par le député Aboubacar dans le cadre de la loi de modernisation du droit en Outre-mer pour qu'enfin la création d'un établissement public foncier soit définitivement actée. De vives tensions se font sentir en ce moment au secrétariat général aux affaires régionales de la préfecture. En cause, les méthodes de management du SGAR à l'Infodon, qualifiées par des agents de dictatoriales. L'atmosphère est délétère et le préfet Semo Morsi a à ce titre reçu son secrétaire général. Il lui aurait demandé de quitter ses fonctions immédiatement, puis accordé un délai de 48 heures pour organiser son départ et celui de sa famille. Cependant, selon une source proche de l'affaire, des dossiers brûlants pourraient alors sortir du placard. Ainsi, l'attribution du marché par la préfecture à l'association PEPS du réseau de médiateurs de proximité serait douteuse. Vient ensuite le cas du Fonds interministériel de prévention de la délinquance qui ne serait pas géré par la représentation de l'État. Toujours selon la source préfectorale, son utilisation aurait parfois été enclenchée de manière peu régulière pour aller vite et ne pas s'embarrasser avec la procédure tout en favorisant certains organismes ou certaines collectivités. Le départ d'Alain Fodon pourrait alors faire surgir de graves dysfonctionnements si, comme le prétend la rumeur, il aurait dans le cadre de ses fonctions découvert des erreurs graves qui empêcheraient le versement de fonds européens. La semaine dernière, une altercation entre deux automobilistes à Tsararano se soldait par un tir à balles réelles dans la jambe de l'un des protagonistes. En effet, l'un des conducteurs policiers de son état a sorti son arme de service, blessant son adversaire lui-même armé d'un tchombo. L'inspection générale de la police nationale enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de cet affrontement. Le fonctionnaire a été placé en garde à vue hier au commissariat de police afin d'y être interrogé. Y a-t-il eu légitime défense? Si le policier avait le droit de porter son arme en dehors du service, 3 conditions sont à respecter pour que la légitime défense soit constituée: la proportionnalité de la défense, la possibilité de fuir et la simultanéité des actions. Sur le premier point, il n'y a aucun doute, le tchombo pouvant s'avérer être une arme létale. Concernant le deuxième point, si la fuite était possible, l'utilisation de l'arme n'était donc pas nécessaire. Enfin, pour que la simultanéité soit retenue, il aurait fallu que le tir ait eu lieu pendant la menace et non après. L'enquête de l'IGPN devra déterminer si la légitime défense était réellement constituée. Pour l'heure, le policier est ressorti libre, sous contrôle judiciaire avec interdiction de porter une arme, tandis que tous deux seront prochainement convoqués au tribunal correctionnel. Et enfin, la journée mondiale des zones humides a eu lieu ce 2 février, le jour de l'anniversaire de la Convention sur les zones humides qui vise à enrayer la dégradation de ces dernières. Dans ce cadre, l'association des naturalistes de Mayotte a mis en place une exposition sur les mangroves dont l'entrée est gratuite. Une exposition installée au comité du tourisme et ce jusqu'au 15 février. Reportage Adèle Laurent. Les mangroves jouent un rôle écologique primordial pour la préservation des terres et du lagon, ainsi que pour la biodiversité de l'île. Au-delà de ce rôle, elles inspirent également aux locaux des légendes et des croyances, comme nous l'explique Sarah Monnier. La mangrove, elle fait partie de la culture mahoraise. Il y a quelques histoires, quelques légendes dans les mangroves. Par exemple, on raconte qu'il y a des esprits ou des créatures un peu malveillantes qui sont dans les mangroves et qui s'en prennent aux visiteurs qui se perdraient dans la mangrove. Et il y a aussi dans certaines mangroves des lieux de ziara. Donc les ziaras, ce sont des lieux de culte où on va faire des offrandes pour les
les esprits. À Mayotte, on peut constater plusieurs menaces. Il y a déjà l'envasement du lagon, la pollution des eaux, et on constate que la mangrove, eh bien, elle diminue sur le territoire du fait de l'urbanisation affolante qu'il y a sur l'île et de l'agriculture. Une exposition que les naturalistes proposent en parallèle d'un événement de plus grande ampleur. En effet, la Fédération Mayotte Nature Environnement propose avec ses partenaires le samedi 13 février des sorties gratuites dans les mangroves de l'île. Durant cette matinée, des bénévoles spécialistes donneront des explications plus poussées sur les particularités de ces forêts humides. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir sur le terrain ces fameuses mangroves. Alors ces sorties s'adressent à tout le monde, elles sont gratuites et ouvertes à tous. Elles s'adressent principalement, on va dire, aux locaux, puisque c'est eux qui voient ces écosystèmes tous les jours et qui vont aussi peut-être œuvrer pour la protection de ces environnements. L'éducation à l'environnement, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Donc la première étape, c'est de sensibiliser la population, et pour ça, on s'est rendu compte qu'il faut connaître les milieux qui nous entourent, cet environnement, pour pouvoir mieux le protéger. Le but, c'est aussi d'avoir un territoire plus propre, plus attirant. On a une biodiversité qui est magnifique ici, donc notre espoir, c'est d'arriver à la préserver dans son intégralité. Ce samedi, de 10h à midi, Mayotte Nature Environnement, en partenariat avec la DIL et des associations locales, invite donc tout un chacun à participer à cette matinée de découverte des zones humides à travers 12 balades organisées dans les mangroves de l'île. Un moyen de sensibiliser le grand public et donc, espérons-le, d'arriver à préserver ces milieux naturels qui nous protègent. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. À la suite des programmes avec Ornella Périne pour la météo. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Nadine Afidou. Elle était ce matin au micro de Patrick Mian. Et prochain rendez-vous avec l'information demain en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.